Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, la présentation va vous parler du Zero Trust. Qu'est-ce que c'est et comment y arriver. Hop. Donc rapidement en introduction, donc je m'appelle Mathieu Jouzel, je suis ingénieur solution à Beyond Trust, donc un éditeur de sécurité spécialisé dans la gestion des privilèges dans leur globalité et la protection des identités. Donc voilà, pour Beyond Trust, je suis auteur, speaker et formateur, et j'accompagne les clients justement dans toutes ces démarches d'accompagnement, de stratégie de sécurité et de choix de solutions pour la gestion des identifiants, des mots de passe et des privilèges. Donc aujourd'hui, on va parler du Zero Trust. Donc déjà, on va un petit peu voir ensemble qu'est-ce que le Zero Trust. On voit qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps. Pourquoi on en parle de plus en plus, quelles sont les recommandations, on va dire, des organismes les plus connus. Et globalement, on va voir ce que fait la gestion des privilèges, donc le Privilege Access Management en anglais, dans tout ça. Je reviendrai un peu sur un exemple d'attaque qui a eu lieu cette année et comment ça aurait pu être en partie évité ou totalement évité avec justement une stratégie Zero Trust, avant de donner quelques axes concrets justement d'implémentation de stratégie Zero Trust. Qu'est-ce que c'est le Zero Trust? Globalement, si ça ne parle pas à tout le monde, la définition officielle de l'organisme NIST, c'est que c'est un ensemble de paradigmes de sécurité en évolution qui font passer les défenses d'un périmètre statique, un réseau basé sur le périmètre, à justement une stratégie basée sur les utilisateurs, les actifs et les ressources. Donc globalement, c'est assez vague, ça ne dit pas trop ce qu'il faut faire, c'est très vague comme concept, ça peut s'implémenter de beaucoup de façons différentes. Et donc c'est devenu de plus en plus à la mode, sachant que le terme, lui, date de 2017, sur sa première justement mention par le NIST. Donc globalement, vous allez avoir beaucoup d'éditeurs qui vous proposent de faire du Zero Trust, certains qui vont vous dire qu'ils sont capables de le faire entièrement seuls. On va voir pourquoi c'est un peu compliqué et un peu un rêve. Mais globalement, voilà, le Zero Trust, c'est un concept comme quoi il faut faire passer la sécurité d'un périmètre, on va dire, statique à un périmètre vraiment dynamique. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les accès non autorisés, à avoir le contrôle d'accès le plus granulaire possible. On verra après la notion de moindre privilège, que chacun ait le privilège uniquement requis à son travail, à son rôle, soit implémenté. Pourquoi on en parle beaucoup ces derniers temps et pourquoi on en parle de plus en plus et pourquoi c'est un terme qui est de plus en plus à la mode? Tout simplement parce que les habitudes, elles évoluent aussi. Là où, de façon historique, on avait beaucoup de serveurs sur site, que ce soit des VM, des serveurs physiques, on a évolué progressivement sur des modèles vers le cloud totalement ou hybride, avec des applications SaaS et des applications, on va dire, métiers encore sur site. Puis après, de plus en plus, on a commencé à informatiser l'OT et l'IoT. Donc de plus en plus de réseaux qui n'étaient pas avant informatisés le sont, l'entreprise, les usines 4.0, de plus en plus reliées à l'informatique, et les derniers usages, les usages DevOps. Donc justement, on va avoir de plus en plus de besoin de donner l'accès à des développeurs, de donner accès à des populations qui ne sont pas forcément soumises à des formations de sécurité, à des environnements qu'on va exposer sur Internet ou directement sur site, mais qui vont justement servir à des environnements de pré-production, des environnements de développement. Ce qui fait que globalement, la surface d'attaque, elle augmente de plus en plus. Elle ne cesse d'augmenter, que ce soit sur des serveurs, encore une fois, des serveurs VM qui existent encore et qui existeront pour encore très longtemps, mais jusqu'à des conteneurs, des Docker, des applications directement dans le SaaS. C'est la première chose qui fait que la surface d'attaque, elle augmente de plus en plus. Et la deuxième, ça va être le nombre d'utilisateurs qui ont besoin de se connecter depuis n'importe où. Ça peut être des utilisateurs standards, ça peut être des utilisateurs à privilège, mais globalement, ça a explosé ces dernières années. Encore plus avec, bien sûr, le Covid, où tout le monde a eu besoin, à un moment donné, de pouvoir travailler à distance. Mais ce qui fait que l'ouverture du réseau d'entreprise, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans l'OT, que ce soit uniquement pour les prestataires ou même pour les équipes support qui prennent la main à distance sur des postes de travail, ça a bien dû s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, la surface d'attaque, encore une fois, a explosé parce que les accès extérieurs ont ouvert. Et donc, à partir de ce principe, on s'est rendu compte, progressivement pour certains, de façon assez abrupte avec le Covid pour d'autres, que la défense un petit peu traditionnelle, ce qu'on appelle la défense en château fort, où on va avoir une défense périmétrique, en très général, ça va être soit des firewalls, soit des VPN qui font vraiment la défense périmétrique. On va faire s'identifier l'utilisateur qui est nomade à un VPN. Une fois qu'il est connecté à un VPN, il va avoir un accès très large ou plus ou moins restreint, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va pouvoir faire. C'était vraiment l'approche un peu traditionnelle de faire authentifier les gens une seule fois pour s'authentifier, alors soit pour rentrer sur site, soit pour connecter à un VPN. Mais une fois que les personnes étaient authentifiées, globalement, ils avaient accès à peu près tout.
L'idée du Zero Trust, ça se rapproche un peu plus d'un centre de conférence, comme on peut être aujourd'hui, par exemple, hein, où on va se faire authentifier en continu, si en plus, des fois, on a des centres de conférence avec justement des chambres d'hôtel, etc. À chaque fois que vous allez vouloir accéder à une fonctionnalité, à un espace, vous allez vous faire authentifier. Si je prends l'exemple d'un centre de conférence avec hôtel, on va dire, vous allez avoir un badge nominatif pour accéder à votre chambre. C'est le premier identifiant, votre identifiant personnel, qui vous donne accès à l'espace hôtel avec votre chambre. Vous allez avoir des parties communes, qui peuvent être un restaurant ou des salles de conférence comme ici aujourd'hui. Ou potentiellement, vous êtes authentifié aussi justement par rapport à un badge, en se faisant scanner, etc. On va s'assurer que vous êtes bien authentifié en permanence. Et surtout, on va, de façon continue, surveiller l'activité. Ça peut être via des caméras, ça peut être via des personnes humaines. Mais l'idée du Zero Trust, c'est vraiment le contrôle et le monitoring permanent, parce que c'est une grande, on va le verra après, une grande composante du Zero Trust. Si je reprends un petit peu les critères et les principes définis du Zero Trust par nos collègues de l'ANSSI, je ne vais pas les énumérer tous, mais globalement, en voyant en gras, ça va être vraiment l'accès aux ressources et le besoin d'en connaître. Donc chacun n'ait accès vraiment aux ressources dont il est censé avoir besoin. Le besoin d'en connaître, globalement, ça va être les classifications dans le public des restreintes sensibles, etc., les niveaux de sensibilité d'information, et est-ce qu'on est apte ou pas à les connaître. Le moindre privilège, globalement, un utilisateur qui n'est pas censé avoir un compte administrateur global sur un serveur, sur sa machine, sur un serveur cible, même s'il a besoin d'une fonctionnalité. Je prends souvent l'exemple des développeurs qui ont besoin pour travailler d'applications avec des droits d'admin. Je pense à Visual Studio, Eclipse, toutes les applications qui permettent de développer. C'est des applications qui ont besoin de droits d'administrateur. Donc ce qu'on fait généralement, c'est sur les développeurs, on va leur donner un compte administrateur. Le moindre privilège, c'est tout l'opposé. Un développeur, on ne va pas lui donner un compte administrateur, on va lui donner la possibilité de lancer son application avec des droits d'administrateur, mais justement, on va éviter de lui donner des droits d'administrateur complets. Les demandes, du coup, doivent être contrôlées, peu importe leur origine. Même si quelqu'un se connecte de l'interne pour aller faire de l'administration, il doit être contrôlé. C'est fini l'époque où les réseaux d'admin sont sur les mêmes réseaux que les réseaux de workstation ou à l'interne, en interne des entreprises. Les personnes, les administrateurs, doivent être contrôlés en permanence. Des contrôles dynamiques avec un large nombre d'attributs. Alors c'est assez large comme concept, mais ça peut être par exemple des contrôles sur le poste de travail, ça peut être des contrôles de MFA sur l'identité qui peuvent se découler sur plusieurs facteurs. Un multifacteur, ça peut être un SMS ou une application, ça peut être vraiment des contrôles, une clé physique sur l'ordinateur, etc. Là, et ensuite, globalement, ça va être le monitoring avec la sécurité de tous les actifs doit être surveillée de façon récurrente et régulière, c'est-à-dire récurrente avec des contrôles comme des SIEM qui vont superviser un petit peu et corréler les différents logs de sécurité, et de façon régulière avec des audits de sécurité, qui a quel droit sur quoi. Donc c'est des principes très grands. L'ANSSI évoque après des axes d'efforts principaux. Le premier, ça va être vraiment la gestion des privilèges et la gestion des identités, qui peuvent être aussi gérés sur 3 axes principaux. Le principal axe du Zero Trust, si on veut concrètement pouvoir voir ce qu'on va mettre en place pour protéger et définir une stratégie Zero Trust, ça va être vraiment la sécurisation des accès. Une ressource, ça peut être une application, ça peut être un serveur, ça peut être un poste de travail. Comment je sécurise l'accès à ces ressources, peu importe où elles se trouvent, peu importe qui s'y connecte. L'important, c'est vraiment la sécurisation de l'accès. Deuxième axe, comme je l'ai évoqué, c'est vraiment le moindre privilège. Comment je m'assure que toutes les personnes qui se connectent, et on le verra juste après dans l'exemple d'attaque, parce que ça peut être dévastateur, comment je m'assure que toutes les personnes qui se connectent ne sont pas administrateurs complets et ont vraiment uniquement les privilèges dont ils ont besoin, on appelle le moindre privilège, qui doit être appliqué à tout le monde. Et globalement, le dernier, c'est le monitoring, inspecter et enregistrer toutes les activités avec des solutions d'analyse, des solutions de corrélation. Globalement, comment je sais qui a fait quoi, que ce soit pour déclencher des alertes en direct, mais aussi post-mortem pour pouvoir justement investiguer sur des attaques, investiguer sur des failles de sécurité, qui a pu potentiellement accéder à un serveur compromis ou un serveur entre guillemets qui est faillible. Tout ça, c'est assez vague. Aujourd'hui, je vous parlais un petit peu en particulier du PAM, la gestion des privilèges et la gestion des accès à privilèges. Qu'est-ce que ça vient faire un peu là-dedans ? Le PAM, et donc la gestion des accès à privilèges, ça va permettre justement de gérer la première partie, les accès. Qui a accès à quel équipement, avec quel droit, depuis où et vers quelle destination. Un prestataire qui va vouloir accéder à un réseau à travers un VPN ou sans VPN, c'est bien. Par contre, il faut aussi tracer à quel équipement il a accédé, qu'est-ce qu'il a fait pendant son accès.
de façon autorisée, est-ce qu'un prestataire est autorisé ou non, gérer avec les bons rôles et surtout documenter, pouvoir justement analyser en temps réel et post-mortem qui avait accédé à quel équipement. Pourquoi c'est important, hein, la gestion des privilèges et la gestion des identités dans une entreprise et dans une stratégie Zero Trust, hein, que ce soit la vision de l'ANSI, la vision des différents rapports, parce que simplement le vol identifiant et globalement les fuites de données liées aux tiers et aux entreprises qui peuvent se connecter à vos réseaux, ça va être une grande source en termes de pourcentage. Hein, vous voyez ici, 38-37% des vols identifiants liés aux privilèges. Plus de 50% des fuites de données ne sont pas causées par des utilisateurs internes aux sociétés, hein, sont causées par des prestataires ou des tiers qui vont se connecter parfois une fois par an, hein, mais voilà, un accès suffit pour aller compromettre une entreprise. Et voilà, après, en effet, le télétravail qui est apparu, c'est vraiment le focus ces 2 dernières années des télétravail des utilisateurs internes, des prestataires, des administrateurs, comment aller justement gérer tous ces accès, parce que tout ça, c'est des privilèges et il faut pouvoir les protéger avec des solutions adaptées. J'ai pris un petit exemple ici pour vous montrer, si on n'a pas de gestion de PAM, de gestion de Zero Trust, quels sont les risques justement associés avec la faille Cisco de août. J'ai pris la faille, parce qu'il y a une fuite de données parmi tant d'autres où le groupe Cisco s'est fait pirater justement par un groupe de ransomware, Yan Luo Wang, si je le dis bien. J'ai pris cet exemple parce que pour le coup Cisco a une fuite de données non critique, hein, je l'ai mis tout en bas. Cisco a reconnu l'attaque, il n'y a pas de shaming, de pointage du doigt ici, c'est parce que justement Cisco a indiqué qu'aucun service sensible n'a été affecté, donc c'est une fuite de données assez peu impactante, et c'est pour ça que je l'ai prise aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de vous montrer pourquoi, depuis quelques comptes à privilèges, par un salarié ou pas, on peut vite avoir cette fuite de données. Donc pour l'histoire, hein, en août, Cisco a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque par le groupe ransomware Yan Luo Wang, sachant que le 10 août, c'était vraiment la publication de l'attaque qui avait eu lieu depuis mai 2022. Donc ça prend toujours du temps entre le début de l'attaque et la détection. Donc le jour où Cisco a bien sûr annoncé la faille pour essayer de récolter de l'argent, hein, le groupe a menacé avec la publication de données, plus de 2,75 gigas de données, avec tout un tas de fichiers plus ou moins confidentiels de Cisco. Mais justement, voilà, pourquoi je pense que là, parce que justement Cisco n'a pas eu un impact, c'est-à-dire financier, rien de critique n'a été diffusé, ils n'ont pas payé au final la rançon. Dans ce cas-là, tout s'est bien passé, c'est pas le cas à chaque attaque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette attaque et pourquoi je la prends en exemple, hein. Tout a commencé parce que un employé, a utilisé son PC personnel pour accéder à au VPN Cisco, donc son accès salarié depuis son PC personnel. Il a enregistré une seule fois ses identifiants dans son navigateur, sauf qu'un jour, longtemps après, on n'a pas la donnée exacte, il s'est fait pirater son PC personnel. Sauf que manque de chance, dans son PC personnel, il avait stocké son mot de passe professionnel, parce qu'il avait accédé à un service pro une fois. Il avait enregistré le mot de passe, il y a un pop-up, il a dit OK. Et donc jusque-là, déjà, ça sent pas bon. Il a un mot de passe professionnel dans son PC personnel qui a été compromis. Mais Cisco avait du MFA sur son VPN d'accès interne, donc on peut dire que normalement, avec le MFA, on va être protégé. Sauf que les attaquants, ils sont aussi, même si nous, on est de plus en plus formés à la sécurité, hein, que ce soit les utilisateurs, les administrateurs, etc., les attaquants aussi. Et maintenant, le MFA, ce qui se passe, ce qu'on appelle le MFA fatigue ou le voice phishing, c'est que les attaquants vont, avec ce login mot de passe qu'ils ont volé dans l'étape 1, aller tenter de s'authentifier. Et comme ils ont récupéré le numéro de la personne, ils vont alors soit l'appeler, soit lui envoyer un message WhatsApp, soit lui envoyer un SMS pour lui dire pour se faire passer pour l'équipe support, pour se faire passer pour quelqu'un de Cisco, lui demandant de valider le MFA. Donc ça, c'est le voice phishing. Et le MFA fatigue, c'est encore pire. On va spammer l'accès multifacteur. Donc l'attaquant va essayer de se connecter à maintes reprises sur le VPN, entre autres ici, avec le pop-up MFA, jusqu'à ce que la personne en ait marre de refuser le pop-up, finisse par le valider. Donc voilà, c'est vraiment de la fatigue de l'utilisateur pour valider le MFA. Une fois que les attaquants ont accès au réseau interne, hein, l'idée c'est vraiment de s'exécuter. Donc l'étape numéro 3, si ma souris...
faire 100, c'est pas grave. Donc l'étape numéro 3, vraiment l'exécution de la menace et les mouvements latéraux. Donc une fois qu'on est connecté, la première étape des attaquants, c'est d'essayer de rester connecté. Souvent à MFA, on va avoir une connexion qui peut aller jusqu'à 8 heures, mais on sait que si on veut se reconnecter au bout de 8 heures, il va falloir re-attaquer en MFA l'utilisateur, ce qui est à éviter pour les attaquants. Donc soit ils vont essayer d'installer des outils de prise en main à distance, hein, là c'était LogMeIn, TeamViewer qui est souvent utilisé, mais des outils du genre qui sont grand public, soit aller s'ajouter justement dans les systèmes de MFA pour pouvoir enrôler des systèmes supplémentaires, le système des attaquants. Mais l'idée après derrière, c'est bien sûr de voler des informations maximum via du mouvement latéral. On a compromis un accès VPN à combien de systèmes je peux accéder avec ce compte et comment je peux aller exporter des données. Et donc voilà, comment en quelques étapes, les attaquants ont réussi à exporter plus de 2 gigas de données Cisco. On peut voir qu'il y a plusieurs problèmes ici. Le premier problème, c'est vraiment le côté PC personnel qui a été compromis avec des accès professionnels. Il y a l'accès MFA qui a été compromis assez facilement par l'attaquant. Et il y a l'accès mouvements latéraux parce que une personne elle a accès potentiellement à 2,75 gigas de données critiques Cisco, alors que son rôle, c'était pas vraiment ça. Son rôle, c'était juste d'avoir accès à un VPN, mais son compte avait bien trop de droits. Donc comment on peut apprendre d'une attaque comme ça et comment améliorer la posture avec la stratégie Zero Trust. Déjà, sur la sécurisation des accès, comment on peut éviter un peu justement cette frontière poreuse pro-perso, comment on va pouvoir contrôler que les gens ne se connectent que depuis des PC professionnels, ou comment bien isoler justement cette frontière. On se rend compte que le VPN, c'est très bien en termes de gestion d'accès, c'est sécurisé un VPN. Par contre, en termes d'ouverture de flux, c'est en général assez ouvert parce que un VPN, on va ouvrir un réseau derrière sur l'ensemble des protocoles, et donc on ne va pas être granulaire sur qui a accès à quoi. Et ensuite, il y a justement la validité de l'utilisateur sur son MFA. Souvent, on contrôle uniquement la personne sur son identifiant, plus son mot de passe, plus un dernier facteur. On va aussi pouvoir rajouter des facteurs supplémentaires qui peuvent être l'adresse IP de source, ça peut être la région de la connexion, ça peut être sur son poste. On peut aussi avoir des solutions avec agents qui vont vérifier l'intégrité du poste de travail. C'est vraiment comment aller justement renforcer ces contrôles, parce qu'on se rend compte que login, mot de passe plus MFA, c'est bien en termes de sécurité, c'est déjà mieux que pas de MFA. Mais par contre, on arrive facilement à les passer par des attaquants pour un peu que l'utilisateur ne fasse pas forcément attention à ces messages MFA. La partie moindre privilège, ici l'utilisateur il avait clairement trop de privilèges pour accéder à des données, à des NDA Cisco. C'est pas normal. Donc plus on va avoir plus de privilèges, plus on va avoir de risques. Et donc l'attaquant, globalement, il va hériter de tous les privilèges de l'utilisateur, que ce soit sur son poste de travail, mais aussi sur tous les serveurs auxquels il va avoir accédé. Les mouvements latéraux, par défaut, ils vont essayer d'utiliser le compte qui a été compromis ou des comptes trouvés sur Internet. Mais globalement, voilà, c'est ça. Faire du moindre privilège pour faire en sorte que l'attaquant ait accès au moins de périmètre possible. Et enfin, justement, monitorer un peu l'ensemble des comptes. Ça peut être la création de comptes qui est effectuée par les attaquants quand ils vont se connecter à des systèmes. Le monitoring également des équipements qui sont enregistrés dans les systèmes de MFA. C'est comment on va monitorer un petit peu toute l'activité des accès distants pour pouvoir déclencher des alertes, alerter les responsables, soit de périmètre, soit de sécurité, pour justement superviser un maximum les accès et éviter d'avoir une attaque comme ce qui a pu avoir lieu chez Cisco. Donc globalement, ces 3 grands axes qui paraissent assez simples en termes de mise en place, mais qui sont souvent parfois négligés sur un des 3 piliers pour justement avoir une posture au plus proche de ce qui peut s'approcher du Zero Trust. En termes d'exemples concrets de comment on peut aller se rapprocher au maximum d'une stratégie Zero Trust, les conseils c'est bien, essayer d'aller dans la pratique c'est mieux. Une petite checklist de ce qui peut être mis en place justement pour pouvoir implémenter une stratégie Zero Trust. La première, ça va être l'audit. Est-ce que vous connaissez un petit peu tous les accès ou tous les comptes à privilèges présents sur votre réseau? Ça peut être sur les postes. Est-ce que vous connaissez tous les administrateurs de postes de travail qui sont présents sur vos réseaux? Ça peut être, est-ce que vous connaissez tous les comptes à privilèges présents sur les serveurs? Ça peut être des comptes locaux, ça peut être des comptes de domaine, mais globalement, inventorier tous les accès à privilèges. Ensuite, les accès adaptatifs, ce qu'on appelle le just-in-time, ça peut être sur les postes ou même sur les accès à distance. Comment je fais en sorte que mes prestataires ou mes utilisateurs
qui ont besoin de privilèges le fassent uniquement le temps dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'un prestataire qui se connecte une fois par an, une fois par mois pour faire une maintenance sur mes équipements, il n'a pas besoin d'avoir un accès permanent. Globalement, comment je lui donne un accès uniquement sur ces durées où il a besoin de se connecter pour une opération. Bon, les bonnes pratiques en matière de sécurité, de longueur de mot de passe, de secret et de compte à privilèges, hein, voilà, il y a des bonnes pratiques même citées par l'ANSSI sur la complexité des mots de passe. Le moindre privilège, en 4, pour que chaque compte humain et ma application machine n'ait que les droits nécessaires pour faire son travail. Et ça commence, je le répète, sur les postes de travail, comment je fais en sorte que mes utilisateurs n'aient pas deux comptes administrateurs, mais uniquement les droits pour lancer leurs applications. La segmentation, donc tout l'aspect réseau, segmentation, micro-segmentation, pour encore une fois éviter les mouvements latéraux, éviter tous les flux rentrants vers les équipements, n'avoir que des flux sortants au possible. Et encore une fois, ça compte les équipements réseau, les équipements serveurs, les équipements postes de travail. Globalement, avoir de la segmentation un maximum entre les réseaux de différents niveaux de criticité. Les accès distants, je l'ai évoqué plusieurs fois aujourd'hui, mais les VPN, aujourd'hui, c'est sécurisé, mais ça ouvre largement en termes de droits, en termes de vision, ce qui est un peu aujourd'hui le cœur d'accès pour les attaquants. Donc comment sécuriser ces accès distants avec plus de granularité que pourraient le faire les VPN. Pensez au plan de contrôle, hein, tout ce qui va être le cloud, les DevOps, etc. Qui se connectent aujourd'hui pour aller contrôler, que ce soit les applications et les humains, qui a le droit d'administrer sur le plan de contrôle ces environnements. Et globalement, hein, le dernier conseil que je répète en permanence, surveiller, et complètement auditer en permanence et de façon régulière l'ensemble des points précédents, hein, comment je sais qui fait quoi en direct pour m'alerter, et surtout post-mortem, est-ce que j'ai la traçabilité de tout ce qui a pu être fait. Globalement, chez Beyond Trust, on va avoir 3 approches. Donc on va faire du PAM, la gestion des accès à privilèges sur ce Zero Trust. Le premier, ça va être vraiment la sécurisation des accès. On va proposer une solution qui va protéger 2 grands axes. La première, ça va être comment vous gérez les accès des prestataires. J'en parle aujourd'hui, les prestataires qui se connectent avec des VPN, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On va donc proposer une solution qui peut se mettre justement en frontal d'Internet ou directement dans le cloud, aux prestataires pour aller accéder à un périmètre qui peut être un périmètre serveur, qui peut être un périmètre application web. Comment je propose un accès sécurisé à un prestataire. Souvent, je vois des clients, quand ils ont un problème, quand ils ont un incident, ils ont besoin d'accès rapide avec un prestataire. Ça peut être un support 24/7 à l'étranger. Comment je lui donne un accès à une machine? Souvent, ça va être fait via une WebEx, via une Conf Teams, via un accès, on va dire, un petit peu d'application en Shadow IT ou entre guillemets borderline sur les accès externes. Comment je peux, de façon sécurisée, donner un accès à une personne externe à mon réseau? Et ça va être vraiment l'approche Zero Trust des accès sécurisés distants, donc le Secure Remote Access, qu'on va pouvoir couvrir avec Beyond Trust. La deuxième approche, ça va être vraiment la sécurisation des postes et des serveurs avec ce qu'on appelle le moindre privilège. Chez Beyond Trust, on va proposer une solution qui va être basée sur un agent. Donc cet agent qui peut être déployé sur les postes, hein, et comment les développeurs, les administrateurs système, les administrateurs sécurité vont pouvoir se débarrasser de leur compte administrateur en non plus ayant besoin d'un compte administrateur global, mais que leur compte standard ait le droit de lancer des applications en mode administrateur. Donc on ne va plus élever la session au global, on va élever vraiment les processus. Je l'évoquais, un développeur va pouvoir élever un Visual Studio, un administrateur réseau va pouvoir élever un Wireshark ou une application entre guillemets de troubleshooting réseau ou sécurité. Globalement, c'est comment je donne des privilèges, non plus sur l'ensemble du poste de travail, mais sur une seule application ou un seul process. Et enfin, la partie password management, hein, comment je vais pouvoir sécuriser la gestion des mots de passe, hein, que ce soit des mots de passe humains sur les postes de travail, les mots de passe machines, comment les applications discutent entre elles. Souvent, c'est aussi des comptes à privilèges. Hein, on l'a pu voir avec l'attaque Uber assez récente. Le compte qui a été compromis à l'origine, c'était un compte utilisé avec des API pour accéder à une application de coffre-fort. Donc, à partir du moment où on a un compte compromis qui a permis de donner accès à d'autres comptes, c'est comment justement je vais sécuriser ces mots de passe, comment je vais sécuriser leur accès si j'ai un coffre-fort. Globalement, comment je vais sécuriser les différents accès humains, machines sur l'ensemble de mon réseau, hein, que ce soit un réseau informatique, réseau OT, réseau applicatif. C'est les 3 grands axes de Beyond Trust sur cette approche Zero Trust. Et voilà, c'est comment on peut vous accompagner aujourd'hui sur cette approche. Je suis un peu en avance, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fini. Merci à tous.
qu'il y a des questions. Alors comment on peut conjuguer ça avec le SSO? Si on va pouvoir justement sur toute la partie authentification, le SSO lui va permettre de s'authentifier à une solution. Derrière, ça peut être une solution, une application, ça peut être une solution d'accès comme le propose BeyondTrust. Le SSO, ça va être vraiment la partie provisioning d'identité et gestion de qui a quel rôle. Après, derrière, c'est aux solutions, elles, d'appliquer les rôles par rapport à ce SSO. Mais le SSO va justement apporter toute la partie sécurisation de l'authentification. Après, c'est justement aux applications qui vont se baser sur ce SSO aussi d'appliquer le modèle. Mais déjà, le SSO va appliquer le modèle de sécurisation de l'authentification et toute la partie identification de la personne. Ça en fait partie de façon globale. C'est pour ça que je dis que vraiment une démarche Zero Trust, un vendeur qui vous dit qu'il va vous permettre de protéger tout votre réseau en Zero Trust, c'est assez utopique. Le Zero Trust, globalement, ça va être un ensemble de solutions, une stratégie de sécurité globale qu'on va mettre en place sur plus ou moins long terme pour appliquer différents contrôles sur la sécurisation de l'authentification, sur le SSO, pour ensuite avoir une sécurité qui se rapproche au plus possible du Zero Trust, que ce soit justement sur la partie authentification, confiance des employés, traçabilité. C'est vraiment un ensemble de solutions qui va appliquer ce modèle, quoi. Ça dépend ce que vous faites déjà. Donc la question, c'est est-ce que c'est vraiment en opposition la partie classique, protection classique de ce qu'on entend historiquement, et l'approche Zero Trust, c'est ça? Sur le troisième point qui concerne le monitoring, qu'est-ce que je vais faire de plus en termes de monitoring en disant j'investis dans le Zero Trust, je vais plus loin que ce que je monitore déjà actuellement? Exactement. C'est pour ça que je dis que le Zero Trust, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 2017 selon le NIST. C'est un concept qui n'est pas en opposition avec ce qu'on a classiquement. C'est en opposition avec des modèles historiques. Le modèle, justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de château fort avec la défense vraiment en périmétrique. Globalement, le Zero Trust, vous en faites tous déjà un peu. Ça peut être sur le monitoring, ça peut être sur la sécurisation des accès distants, ça peut être sur n'importe quel point. C'est pas nouveau. On a déjà tous, sans le savoir, peut-être des fois, déjà commencé à en faire. Le monitoring des applications, avoir un SOC, avoir un SIEM, il y a de nombreuses personnes qui ont déjà fait cette étape. C'est pour ça que voilà, le Zero Trust, c'est pas un nouveau concept. C'est pour ça que je le rappelle aussi en début de présentation. Mais globalement, ça va être vraiment une stratégie globale. Est-ce que sur cette checklist, peut-être que vous en avez checké 1, peut-être que vous en avez checké 6. Globalement, quelle est votre maturité par rapport à une stratégie Zero Trust? Mais c'est pas un concept nouveau. Et globalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une démarche dans laquelle il faut quasiment forcément être, parce que justement, il y a des concepts assez évidents qu'il faut couvrir. Mais globalement, la plupart des clients aujourd'hui ont au moins quelques éléments parmi ceux-là, dont le monitoring. Et donc, c'est pas vraiment en opposition. C'est un nouveau terme, nouveau entre guillemets, que nous, voilà, qui a un très bon terme, parce que dans l'idée d'avoir tous ces contrôles une fois qu'ils sont en place, c'est très bien en termes de sécurité. Mais globalement, à titre individuel, la plupart de ces contrôles sont souvent déjà mis en place. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est vraiment le nom pour une stratégie de sécurité dire globale qui peut être une cible. Oui. Alors, dans le cas d'un talent Azure, on a mis en place le contrat, comme 7000 en quelque sorte, et sur nos ressources, on a mis aussi plus de ces modèles. Est-ce que ça peut aussi s'apparenter à une approche Zero Trust dans le sens où si je fais des liaisons avec ce que vous avez montré le schéma, on a dit on n'est pas dans une approche forteresse où une fois que tu es rentré, tu peux faire ce que tu veux, mais effectivement, on est sur une approche, comme vous avez montré le schéma d'hôtel, où effectivement, il faut déjà te quantifier à l'entrée de l'hôtel, avec du MFA et pour accéder à chaque ressource, tu as déjà donné la map. Donc c'est pas parce que tu es admis sur une VM que tu es forcément sur un storage block, peu importe. Donc si tu es admis, si tu es un lecteur seul, si tu vois rien, ça c'est tout. Est-ce que ça fait partie, on peut dire qu'on est en quelque sorte stratégie Zero Trust au début ou les primes, c'est une stratégie Zero Trust?
Pour ceux qui n'ont pas entendu, la question c'est typiquement sur Azure. Si j'ai des machines sur lesquelles j'ai déjà du MFA, j'ai déjà sur un ensemble du parc un modèle airbag qui fait que tout le monde n'est pas administrateur sur chaque machine, est-ce que j'ai déjà le Zero Trust? Alors, Pas forcément des machines, je parle pas l'intérieur des machines. sur Je parle de ressources sur Azure, plus sur la machine, ok. sur un Jenkins, sur Keyboard, Ouais, sur tout type de ressources. Sur tout type de ressources. Ouais. j'ai assigné ça aux différents champs que nous avons montrés dans le détail. Globalement, oui, on peut se rapprocher très, très proche du modèle Zero Trust. Encore une fois, le Zero Trust, c'est un modèle et une stratégie de sécurité qui peut s'appliquer aussi à des périmètres plus critiques, des périmètres spécifiques d'application. L'idée, c'est vrai, sur une checklist comme ça, est-ce que je sais inventorier toutes les ressources à privilège? Est-ce que je sais en permanence qui a quel type de compte? Et est-ce que je sais mettre à jour les types d'accès? Est-ce que sur la sécurisation des accès et sur la traçabilité, je sais qui a fait quoi, que ce soit sur la console Azure, que ce soit sur les ressources, etc. Donc oui, selon les contrôles qui sont en place, on peut avoir déjà des périmètres complètement, on va dire, compliant avec le modèle Zero Trust. Ça ne veut pas dire qu'on est compliant partout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut viser d'être compliant partout tout de suite. Mais oui, on a des clients, sans le savoir parfois, qui appliquent déjà le modèle Zero Trust sur des périmètres critiques, sur des périmètres cloud qui sont nouveaux. Et quand on construit du nouveau, en général, c'est plus facile que d'aller mettre à jour l'existant. Mais oui, tout à fait, sur des modèles comme ça, Azure ou même sur des nouveaux environnements, on peut être compliant complètement Zero Trust sur certains périmètres, c'est complètement possible. Oui. Oui, alors hop, la sécurisation des prestataires. Donc on va considérer que nous, la sécurisation des prestataires, ça passe avant tout la sécurisation des accès. Il y a forcément le côté identité, est-ce que je sais identifier mes prestataires, mais c'est globalement comment ils vont se connecter à mes réseaux. La plupart des prestataires, et ce qui c'est de plus en plus maintenant, le modèle des prestataires tous sur site, ça devient de plus en plus rare. Donc les accès de prestataires, maintenant, ça va se présenter de comment je sécurise tous les accès distants des prestataires. Donc le modèle historique, c'était de leur fournir des postes de travail homologués, ce qui se fait aussi de moins en moins. Alors maintenant, les entreprises, ça a un coût de fournir des postes de travail à tous les prestataires. On les laisse travailler depuis leur poste, donc on n'a pas cette partie contrôle sur les postes. Donc comment je vais m'assurer que leur connexion est sécurisée, soit via une console, un accès, ça peut être un accès VPN, mais de façon sécurisée. Avec le Zero Trust, ça va plutôt être un portail web. Sur ce portail web, je vais leur donner accès à des ressources, ça peut être des serveurs, ça peut être des consoles web, ça peut être des consoles lourdes d'accès. Comment je vais tracer tous ces accès? Est-ce que je sais à quelle heure mon prestataire s'est connecté pour aller faire telle ou telle action? Est-ce que je lui interdis de se connecter le week-end ou sur des heures spécifiques? Donc déjà, il y aura cette notion d'accès just in time, est-ce que je peux lui donner l'accès uniquement sur certains horaires? Il y a l'aspect accès avec validation. On peut avoir des prestataires qui ont besoin d'accéder parfois pour une opération. Par contre, je veux qu'un responsable de périmètre, un responsable applicatif valide son accès. Donc ça peut être aussi cette partie, je ne truste pas entre guillemets de prestataire, mais je lui autorise l'accès aux besoins. Et globalement aussi les prestataires, on a des prestataires ponctuels. Parfois, comment je donne un accès ponctuel à une ressource facilement. Donc c'est toute une démarche. Les prestataires, c'est un aspect très large. Les prestataires aujourd'hui, ils peuvent couvrir, ça peut être des accès distants, ça peut être, on couvre aussi les aspects helpdesk. On a de plus en plus de sociétés pour toute la partie accès sur les postes de travail passe par des prestataires justement de support à distance. Comment je sécurise ces accès de support à distance qui sont aussi critiques, même si on ne s'en rend pas compte, que les accès serveurs, toutes les personnes qui ont des accès administrateurs sur les postes de travail, donc les équipes support, si c'est des prestataires, c'est comment je les sécurise. Donc le prestataire, c'est une population assez large qui peut définir beaucoup d'accès différents, mais globalement, ça va être comment je leur donne accès uniquement aux ressources dont ils ont besoin. Est-ce que j'ai la traçabilité de tout ce qu'ils font? Et est-ce que j'ai la possibilité en permanence, donc en direct ou en différé, de leur couper les accès à tout moment, quoi. Super, merci à tous en tout cas pour avoir participé. On est présent au stand Beyond Trust au 4e étage. Si vous avez plus de questions, il ne faut pas hésiter à passer nous voir. Merci à tous.